On est responsable de comment on réagit, de comment on vit les choses, de ce que l'on ressent. L'événement, il arrivera de toute façon. C'est la réponse qu'on va y apporter qui va être différente. C'est là qu'on est responsable. C'est finalement notre plus grande liberté, notre plus grande force, ce libre arbitre. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Delphine Rollin, guérisseuse de l'âme et de son incarnation. Bonjour Delphine. Bonjour Thierry. Alors Delphine, je suis vraiment heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que ton parcours à lui seul, c'est un vrai manifeste de transformation. Tu as traversé pas mal d'épreuves dans ta vie avec une intensité assez rare. Et ce que tu en as tiré, c'est-à-dire une vocation de guérisseuse dont tu nous parleras, ça incarne vraiment bien l'essence de ce podcast, c'est-à-dire cette conviction qu'en chacun de nous, on a toujours une capacité profonde à renaître à soi. Alors laisse-moi le retracer, ce chemin. Tu es né en 1976 en Normandie, l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Très vite, la vie te met au défi. Tu es déraciné à plusieurs reprises. Tu grandis dans un environnement où l'amour n'est pas toujours exprimé, où la relation à ta mère est marquée par une forme de distance, parfois de rejet. Tu te construis sur l'idée qu'il faut plaire, être sage, se taire. Être gentil, comme tu dis, devient ta boussole, mais au fond de toi, une autre vérité murmure. Sur l'île de Ré, où vous vous installez, tu ne trouves pas ta place. Toi, tu écoutes Vivaldi pendant que les autres enfants dansent sur de la pop. Tu te sens différente, étrangère. Mais déjà à 5 ans, tu perçois un monde invisible, une réalité parallèle que tu n'arrives pas encore à nommer. Cette intuition profonde ne te quittera plus jamais. Le lycée à La Rochelle marque un tournant. L'internat, la liberté, l'éveil intellectuel, tu t'épanouis, tu sors, tu rencontres des gens qui t'ouvrent d'autres horizons. Pourtant, toujours le même dilemme, faire ce qui te plaît ou ce qui est raisonnable. Tu choisis la sécurité, en IUT, en commerce, des petits boulots, puis des formations courtes pour entrer dans la vie active. Mais déjà, quelque chose grince. Le monde du commerce ne te correspond pas, tu cherches, tu t'épuises. À 22 ans, une première dépression te plonge dans le noir. C'est là qu'une rencontre change tout. Un magnétiseur te redonne goût à la vie. Tu diras ce jour-là, quelque chose s'est rouvert en moi. C'est le premier vrai contact avec une autre forme de soin, plus subtile, plus vibratoire. Tu enchaînes alors les expériences professionnelles, éducatrice spécialisée, jeune fille au pair, hôtesse d'accueil, puis conseillère en banque. Tu progresses, tu montes les échelons, tu fais tout comme il faut, mais à quel prix ? Tu subis des environnements toxiques, le harcèlement, la perte de sens. Et toujours en parallèle, tu creuses, tu explores, tu lis, tu te formes en autodidacte à la spiritualité, à l'énergie, aux soins invisibles. C'est ta soupape, ta respiration. Mais en 2023, tout craque, ton corps lâche, le burn-out est brutal, total. Tu pleures tous les jours, tu suffoques, jusqu'au jour où tu sors du bureau en sachant que tu n'y remettras plus jamais les pieds. Commence alors une traversée du désert, tu refuses les antidépresseurs, tu te lèves à 6 heures chaque matin, tu écris, tu médites, tu te fais accompagner, tu tiens bon, tu reprends ta vie en main, morceau par morceau, tu apprends à te déculpabiliser, tu rédiges même un kit de survie pour les autres, tu te recentres. Et puis vient l'évidence, tu es prête, ce que tu faisais en secret depuis des années, c'est-à-dire écouter, capter, rééquilibrer. Tu vas enfin l'assumer pleinement. Au 1er janvier 2026, tu lances ton activité de guérisseuse. Tu travailles avec les énergies, tu te connectes aux fréquences des corps, tu entres en résonance avec ceux qui souffrent, ceux qui bloquent, ceux qui cherchent la lumière. Tu aides celles et ceux pour qui les approches classiques n'ont pas fonctionné. Tu soignes l'invisible et ça marche. Delphine, ton chemin, c'est un retour à l'essence. Tu nous rappelles qu'il est possible de se reconstruire à partir de ses blessures, que ce que la société qualifie de faiblesse, d'hypersensibilité, d'intuition, de spiritualité peut devenir également une force immense. Tu nous montres qu'on peut quitter un système qui nous broie pour créer un espace qui guérit. Et surtout, tu nous rappelles cette vérité précieuse. Nous avons tous en nous un pouvoir de transformation. Bienvenue sur le chemin, Delphine. Merci Thierry. Alors Delphine, j'avais envie de te faire réagir déjà sur ce parcours que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Qu'est-ce que tu as ressenti en fait à la réécoute de ce parcours ? Écoute, c'est assez bouleversant d'entendre cette description que je trouve assez pertinente. Enfin, je trouve que tu as bien ressorti l'essence probablement de mon parcours. Donc c'est très perturbant quelque part. Qu'est-ce que ça perturbe en toi ? Probablement d'avoir été entendue
parce que c'est en effet quelque chose qui a manqué dans mon parcours et qu'aujourd'hui j'ai raconté mon histoire et qu'on me la retransmette avec les mots et les points ressortissants de ton descriptif, ça me bouleverse parce qu'effectivement, je pense que c'est juste et je suis heureuse d'être entendue. Et en le réécoutant ce parcours, est-ce que finalement tu l'imaginais comme ça? Maintenant que tu le vois peut-être dans son entièreté, est-ce que quand tu étais enfant, peut-être tu imaginais être là où tu es aujourd'hui? Ah non, ça pas du tout, ça c'est certain que non. Maintenant, objectivement, oui, je le connais mon parcours, mais le fait qu'il soit reconnu, puisque ça a été un problème de reconnaissance essentiellement dans ma vie au point de départ, c'est important pour moi aujourd'hui et ça montre que le chemin avait tout son intérêt. Il y a une vraie première question que j'ai envie de te poser, c'est, je l'ai dévoilé dans ton portrait, tu es, maintenant guérisseuse. Je Mmh. crois que tu es évidemment la première guérisseuse que je reçois sur le podcast. À quel moment, en fait, tu as compris que c'était, ta vocation, à la fois d'être guérisseuse, mais aussi de soigner les autres, de prendre soin des autres? Mmh. Alors prendre soin des autres, ça fait très, très, très longtemps, c'est fondamentalement imprimé en moi. Mes capacités de guérisseuse, je ne les ai pas du tout soupçonnées, je n'imaginais même pas que j'allais les dévoiler. J'étais dans un parcours, de réflexion, de sens à la vie et au fur et à mesure de toutes mes enquêtes, mes recherches, de toutes les lectures dont je me suis nourrie pour me forger ma propre, idée parce que j'avais un point d'attention réel à aller chercher plein d'informations pour trouver ce qui résonnait en moi. Au fil de l'eau, cette quête de sens m'a amenée à aller chercher en moi qui j'étais et aller déterrer ce qui avait besoin d'être vu et mis en lumière pour être guéri. Et petit à petit, je me suis fait de plus en plus confiance et j'ai fait de plus en plus confiance en mon intuition. C'était vraiment une révélation. Je pense qu'on le vit tous dans nos vies à des moments de se dire: «Ah mais ça je sais en fait». Et ça, je sais qu'il faut que je le fasse, ça et je sais que je peux le Mmh. faire, je suis capable de le faire. Moi, ça a été ça, petit à petit et pas en une fois. Les choses se font par étapes et par à-coups, en fait, et ça sera, j'imagine, jusqu'au dernier souffle. Voilà, il n'y a pas eu tout d'un coup une révélation absolue, ni une quête de ma part de devenir guérisseuse ou quoi que ce soit. J'avais juste envie de trouver le sens de la vie et de découvrir un maximum de choses et de me découvrir et de me révéler à moi-même, de m'autoriser à être dans mon essence et de fait, petit à petit, les choses se sont révélées à moi. D'accord. Je sais qu'il y aura pas mal de gens et peut-être moi le premier en fait, qui attachent à l'activité de guérisseur, guérisseuse, une interrogation sur l'efficacité ou, la réalité de cette activité. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un petit peu et en fait, comment ça s'est imposé comme une évidence pour toi et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu empruntes, cette voie? En fait, d'abord, j'ai eu une première expérience, au début de la vingtaine où je n'ai pu que constater l'efficacité de l'énergétique dans la mesure où j'en ai bénéficié. Je faisais une dépression, et c'est ma psy qui m'a envoyé voir, cet homme qui travaillait les énergies et en effet, en une séance, il y a eu une transformation que je ne pouvais pas nier et qui était d'une évidence sans nom. Moi, je pratique le soin quantique, c'est-à-dire qu'en fait, on part sur le principe que tout est énergie. Tout est énergie, tout est information. Donc tout vibre à une fréquence, c'est comme une radio, il y a plusieurs fréquences. Et le travail que moi je propose, c'est une connexion à la fréquence de la personne pour aller entendre le message, l'information qui est donnée et aller une fois qu'on a l'information, aller chercher la source de la problématique, parce qu'en général, on va chercher quelque chose qui a besoin d'être soigné ou transformé ou libéré. Donc, d'aller à la source de cette problématique, de cette croyance limitante, de cette pensée parasitante, d'aller voir où est sa source, d'aller chercher sa source pour entendre le message, le libérer, le soigner et surtout, très important, remplacer, y mettre une nouvelle information porteuse de renouveau. Justement, je disais dans ton portrait, ça marche, en fait, cette pratique, elle marche. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, évidemment, en conservant la confidentialité, d'un patient que tu as pu recevoir et pour qui, effectivement, tu as pu te synchroniser avec ses énergies et l'aider, véritablement, dans les problématiques qu'il rencontrait? Alors, je peux travailler à la fois sur des problématiques, de schémas comportementaux ou d'expériences qui se renouvellent systématiquement, qui sont parasitantes pour la personne, comme je peux travailler sur le corps parce que les mots du corps sont des expressions d'émotions ou de pensées, parasitantes qui n'ont pas réussi à être exprimées suffisamment et à être entendues et donc à être libérées et qui du coup se manifestent à travers le corps. Donc je peux avoir ces 2 types de soins. Sur le soin physique, par exemple,
Récemment, j'ai eu, une personne qui depuis, 6 mois, 1 an, il était complètement paralysé, dans la nuque et dans l'épaule droite. Il a vu des médecins, kinés, ostéos et rien n'y faisait. Et donc, il m'a demandé, de lui prodiguer un soin et je suis intervenue sur cette, souffrance physique et j'ai été chercher la source, c'est-à-dire les informations, les croyances qui avaient, eu besoin d'être, entendues et j'ai fait une première session, à distance parce que moi je travaille à distance et je lui ai ensuite, donc fait un retour, avec l'explication verbale parce que c'est très important pour moi d'expliquer les choses. Je travaille sur l'information cellulaire, c'est-à-dire sur le corps, sur l'énergie, sur la fréquence du corps et de l'être. Mais je trouve extrêmement important de mettre en mots les choses parce qu'on a un mental, on est des êtres humains incarnés dans une réalité où le mental fonctionne, il y a un cerveau. Donc je pense très important de devoir aller communiquer avec cette D'accord. partie-là aussi de la personne parce que les deux compréhensions, c'est-à-dire la compréhension du mental de la personne et la compréhension des cellules que je vais réinformer, les deux cumulés, ça va accélérer la guérison encore plus. D'accord. Et donc voilà, ce monsieur, qui avait, 70 ans, au bout d'une semaine, avait déjà énormément moins mal et on a refait une deuxième séance pour le coup parce que là, c'était quelque chose d'assez profond et là, aujourd'hui, il n'a plus mal. Comment ça se manifeste concrètement ta pratique? C'est ce que tu pratiques à distance, hein, comme tu le disais. Oui. C'est par les mots, c'est par, les ondes, en fait, c'est quoi le principe actif quelque part, pour un bon cartésien comme moi? Alors, selon la séance, soit je vais être en visioconférence tout le temps, soit je vais avoir une discussion au départ. La personne, je lui Mmh. envoie une méditation guidée pour qu'il se mette en phase de repos et moi, je travaille à distance et ensuite on se reparle. Si on fait une session en visioconférence, j'explique tout ce que je fais. D'accord. Je ne veux pas prendre le pouvoir sur l'autre. Je ne fais rien sans autorisation, je ne fais rien sans le dire. C'est ultra important Mmh. pour moi. OK. Peut-être dernière question là-dessus et après on va passer vraiment au thème, qui est celui de ton chemin, mais ça en fait partie évidemment. Là, Bien on est sûr. pratiquement au bout du chemin puisque c'est maintenant, mais Oui. on va reparler de tout ce qui s'est passé avant. Ma question pour toi, c'est dans quelle mesure, en fait, pour toi, tu vois ça comme un don ou, une pratique que tu as apprise ou une combinaison des 2 en fait? Comment tu analyses cette Mmh. capacité à soigner? Parce que ça marche, en fait. On voit bien que les gens ressortent, de tes séances apaisés, guéris, soignés. Donc, je m'interroge sur, est-ce que ça peut s'apprendre ou est-ce qu'il faut un don? Alors, je pense qu'on a tous des capacités. Je sais pas si ça s'apprend. Moi, je ne considère pas l'avoir appris. Je considère que j'ai, au fur et à mesure de mon avancée, j'ai révélé les choses. À force de réfléchir, de comprendre, de vouloir comprendre et de vouloir bien faire. Parce qu'encore une fois, moi, ma démarche, elle a jamais été de me créer une personnalité ou que sais-je. C'était vraiment juste aller me retrouver. Je pense que selon les incarnations précédentes qu'on a eues, parce que de fait, quand je fais aussi un soin, je vais à la source du problème, que ce soit un problème physique ou un problème de schéma comportemental ou d'expérience qui se renouvelle. Je vais à la source et la source, ça peut être une vie passée. Ça peut être dans cette incarnation, ça peut être dans du transgénérationnel, c'est-à-dire quelque chose qui a été transmis sur les générations précédentes. Et ça arrive beaucoup aujourd'hui. Le transgénérationnel est bien mis en lumière en ce moment. Ouais. En fait, je ne considère pas que ce soit ni un don, ni une pratique que j'ai apprise. Je considère qu'en fait, c'est juste mon cheminement et probablement que mon âme, elle a eu déjà beaucoup, enfin, je le sais qu'elle a eu beaucoup d'incarnations déjà dans ces pratiques-là et que de fait, heureusement, on évolue et donc du coup, dans cette incarnation-là, je mets en pratique ce que je savais déjà et je continue d'apprendre et à développer au fur et à Ouais. mesure. Donc, don ou savoir, à la fin de la journée, tu as pu te rendre compte que ça fonctionnait sur tes patients et que, tu amènes du soin, de la guérison, de l'apaisement. C'est mon seul objectif. En fait, quand je démarre, je ne le fais que pour l'autre. Je me mets au service. Ça n'est pas autre chose. Et s'il n'y a rien qui se présente, c'est pas arrivé encore. Mais bon, je suis prête à cette éventualité. Je me mets au service et vient ce qui vient. Et oui, j'ai des retours qui me font ultra plaisir parce que moi, mon objectif, c'est de faire du bien. Donc, ça me fait hyper plaisir quand j'ai un retour. J'ai eu un autre retour dernièrement où il y a eu des vrais déblocages par rapport aux vies passées que j'avais Mmh. connectées et libérées. Donc, ça me fait hyper plaisir. Voilà, l'objectif, il est juste là. Excellent. Donc pour revenir sur le processus de transformation, est-ce que tu peux, Delphine, nous parler de la manière dont tu as procédé pour trouver, ce chemin? On a vu qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, dans ton parcours, mais voilà, savoir ce qui t'a permis de prendre conscience de ton potentiel de transformation, de ton potentiel de devenir, guérisseuse aujourd'hui, par exemple. Mmh. Je crois que le point de départ de tout, c'est ma quête de sens.
depuis toujours. J'ai toujours pensé qu'il y avait autre chose. Ça pouvait pas se cantonner, à une vie, matérielle, j'ai toujours pensé qu'il y avait plus grand que nous. Voilà, et je me suis interrogée sur Dieu très, très jeune, en fait, alors que j'étais pas du tout dans un environnement, qui m'a éduquée à cela. Donc cette quête de sens, elle m'a amenée, à me nourrir, de lectures, mais cette quête de sens m'a fait ouvrir, un nombre, de portes exponentielles, parce qu'on ouvre une porte, on en a plein d'autres qui s'ouvrent derrière, et comme je suis très curieuse et que j'ai un goût de l'apprentissage qui est très fort, je me suis, beaucoup investie dans cette, quête de sens. Et quand on a une quête de sens, ça nous amène à une quête de soi-même. Donc en fait, moi, je crois que ce qui m'a animée avant toute chose, ça a été d'être dans une quête de l'extérieur qui m'a amenée à une quête de l'intérieur. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu es passé de la quête de sens à la quête, de toi, et ce qui est peut-être intéressant, c'est de savoir quelle a été la passerelle, en fait, pour passer du sens, qui est quelque chose d'un petit peu, global. Quel sens, quelle direction, je donne à ma vie, et comment, ensuite ça devient une quête fondamentale de toi, et comment tu as fait cette passerelle, et qu'est-ce qui t'a permis finalement de te trouver toi? Alors cette quête de sens, qui a été très forte chez moi, elle a induit à un moment donné une introspection. Parce que je pense qu'on est responsable de notre bonheur comme de notre malheur. Je pense que ce ne sont pas les événements qui vont créer notre condition. Je pense que c'est notre réponse aux événements. Donc j'ai toujours eu très, très fort en moi cette, notion de responsabilité. J'étais responsable de moi-même. Donc au fur et à mesure de cette quête de sens où pour moi, il est évident qu'il y a plus grand que nous. Pour moi, il est évident qu'on est accompagné, qu'il y a de l'amour par ailleurs, et que c'est une source formidable de réconfort et de force. Mmh. Évidemment, il fallait que je sois digne de ça. Donc, pour être digne de ça, il fallait que je sois le plus proche de mon essence. Et ça voulait dire aller m'observer en toute neutralité, en toute objectivité, sans jugement, ce qui n'est pas facile, et m'autoriser à libérer ce qui avait à être Ouais. libéré, et m'autoriser à me représenter aux autres Mmh. différemment, avec mes Ouais, différences. super intéressant. Donc tu dis, il y avait quelque chose de plus grand. Pour être digne de ça, il fallait que je comprenne qui j'étais fondamentalement, quelle était mon essence. Mmh. Et pour ça, rentrer en introspection, essayer de se comprendre soi-même. Donc justement, comment tu as procédé pour, mieux te connaître, faire cette introspection? J'ai beaucoup lu, je me suis fait accompagner, j'ai profité, d'une énergéticienne, qui m'aidait. En fait, c'était pas une baguette magique, c'était des boosts, pour aller plus vite dans ma quête et dans ma compréhension de moi-même, et de ma place dans la société. En fait, je me suis engagée dans mon bien-être, et je me suis engagée dans une façon de faire différente. Mmh. Pour moi, quand on fait quelque chose, on le fait bien ou on ne le fait pas. Donc si je m'engageais dans un cheminement personnel, alors il fallait que je sois honnête avec moi-même, honnête avec les autres. Je ne porte pas de masque, ou en tout cas j'en enlève un maximum. Mmh. Et puis je faisais confiance en la vie. À défaut de me faire confiance à moi, avant toute chose, j'ai fait confiance en la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, faire confiance en la vie? Ça veut dire penser que les choses n'arrivent pas par hasard, qu'il y a une bonne raison derrière chaque événement, que tout est, source d'apprentissage et d'évolution, alors rien n'est négatif du coup. Donc, quel que soit l'événement, ou l'expérience que l'on vit, il y a une pépite derrière. D'accord. Il y a quelque chose qui va se transformer Ouais. si on en a envie, hein, si on se donne la peine de regarder. Absolument. Est-ce que tu crois pas que c'est un petit peu, antinomique avec ce que tu as dit juste avant, de dire que, bah, on est finalement responsable, et là se dire, bah, si les choses arrivent pour une raison, c'est que finalement il y a pas grand-chose qu'on puisse y faire, donc comment tu réconcilies ces 2 choses-là? Parce qu'en fait, on est responsable de comment on réagit, de comment on vit les choses, de ce que l'on ressent. L'événement, il arrivera de toute façon. Mmh. C'est la réponse qu'on va y apporter Mmh. qui va être différente. C'est là qu'on est responsable. Ouais. C'est finalement notre plus grande liberté, c'est notre plus grande force, ce libre arbitre. Bien sûr. Super intéressant. Ces événements, de toute façon, ils sont là. C'est la réalité des choses, Mmh. mais c'est la manière dont on réagit, dont on répond, dont on se positionne par rapport à ces événements, la coloration qu'on leur donne. Finalement, ils sont neutres, mais c'est nous qui allons décider s'ils ont, un impact positif ou négatif sur nos vies, C'est ça. et nous permettre d'évoluer et de transformer par rapport à ça, quoi. Oui. Sachant qu'il y a des choses plus difficiles que d'autres, et c'est OK, c'est normal. Delphine, tu as commencé à en parler, mais en fait, est-ce que toi, tu peux aller peut-être un peu plus loin dans les rituels, les lectures, tu en parlais, les rencontres qu'on nourrit cette transformation? Et je sais aussi que la spiritualité a joué un grand rôle dans ton chemin, notamment ton chemin de reconstruction, parce qu'il y a eu des moments vraiment douloureux pour toi, on l'a signalé dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, de ces rituels, influences?
Mes rituels, alors j'en ai plein. Mon rituel, je pense, qui est le plus important, dans ma vie aujourd'hui, c'est mon rituel matinal. C'est-à-dire que le matin, je pense qu'on est neutre, on se réveille de manière neutre et qu'on va commencer à remplir le vase de sa journée d'une façon qu'on peut choisir d'être vertueuse ou pas. On peut aller sur ses écrans dès le matin et là, on part vers l'extérieur et on ne se recentre pas, ou on peut choisir d'être présent à soi-même. Donc moi, je fais ce choix-là. Avant de me lever, en fait, quand je me réveille, tout de suite, je me dis que ça va être une bonne journée. C'est important pour moi de préciser que la pensée positive à outrance n'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut se respecter. Se dire que la journée va être une bonne journée, c'est juste choisir un état d'esprit pour moi. Et donc, quand je me lève le matin, j'ouvre tout en grand chez moi pour laisser entrer la journée, faire partir les énergies stagnantes et je me pose avec mon café et j'utilise mes sens. C'est-à-dire, je respire mon café, j'apprécie le moment. Ouais, C'est très important pour moi d'apprécier. Et ce qui m'amène à un deuxième rituel constant dans ma journée, c'est de remercier. Je pense que c'est très important de remercier, mais je remercie tout et tout le monde. d'accord. C'est-à-dire que je remercie même quand je prends ma douche, je remercie pour avoir de l'eau et que la douche fonctionne. Mmh. Parce que en fait, sans blague, c'est quand même super chouette, Ouais, quoi. bah oui. Donc le fait de remercier constamment, ça me ramène déjà ça me fait un bien fou parce que moi je me sens bien quand, j'ai une émotion positive et que je remercie sincèrement et puis ça m'amène, de la légèreté et je pense qu'en plus d'un point de vue énergétique puisque nous sommes une fréquence qui émet, une information, bah, je préfère émettre cette information-là qu'une information, négative donc c'est très important, je suis très attentive à ça. Mmh. Et cette information, elle va où, justement quand tu envoies ces ondes, vers l'extérieur, à qui les capte et comment elles se propagent? En fait, comment ça fonctionne? Tout ce qui m'entoure les capte. Ça va dans l'univers et en physique quantique, on explique bien qu'une information, elle est reçue, à des milliards de kilomètres. Ma maison, la personne avec qui je vis, moi-même, et les gens qui vont être à mon contact, mes plantes, tout est en énergie, tout reçoit cette énergie-là. D'accord. Bon, donc ce que tu dis dans tes rituels, c'est, se synchroniser avec ses sens. Ça, c'est quand même important. Ah oui. Donc, Mmh. ressentir les choses, Mmh. être bien calé dans le moment présent. Donc, ceux qui ont pas lu, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, c'est un Mmh. bon moment pour le faire. J'imagine Mmh. que ça a Mmh. été un de tes livres de chevet. Et Oui. puis, tu parlais, de la gratitude. Exprimer de la gratitude parce que évidemment, en remerciant, on pense positivement, on émet des émotions positives et donc, qui a un impact, autour de nous et même sur nos comportements propres qui sont, positifs liés à nos émotions positives ressenties. Et un autre truc qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas ressentir 2 émotions, contradictoires simultanément. C'est-à-dire que quand on émet, une émotion positive, on ne peut pas en même temps ressentir une émotion négative et donc plus on est C'est dans vrai. l'émotion positive, bah, moins il y a de place pour le négatif et plus notre vie est a priori, épanouie et heureuse, quoi. Oui et puis ça donne une force face aux événements aussi parce que bon, on va pas nier, les événements extérieurs qui peuvent nous arriver, les contrariétés, voire pire parfois et selon qu'on se sera rempli d'une émotion ou d'une autre Mmh. avant l'événement, ben, on va pas réagir de la même façon, ça va pas nous impacter de la même façon non plus et toujours dans cette dynamique d'honorer la vie et s'honorer soi-même, c'est quand même plus sympa de se sentir bien. Moi, je voulais, Delphine, qu'on parle du doute et des incertitudes. J'imagine que sur ton chemin, tu en as reçu pas mal, des critiques, Mmh. et puis peut-être ce sentiment un peu d'illégitimité. On parle souvent du Mmh mh. sentiment de l'imposture. Dans cette reconversion et notamment vers une pratique un peu singulière, qui est la tienne, comment tu as, géré ça, finalement, comment tu as reçu ces critiques et comment tu les as dépassées peut-être? Il y a 2 types de critiques. Il y a les critiques constructives qui sont faites avec amour, de la part de proches, donc ça, c'est toujours très intéressant. J'appelle pas ça des critiques, en réalité, ce sont juste des discussions, des réflexions et au contraire, ça m'éclaire sur la façon dont peut-être je dois communiquer, de manière, plus fluide pour être, entendue, parce que c'est très important pour moi que ce soit très simple ce que je transmets. Les critiques négatives, émotionnellement, ça génère, quelque chose alors moi qui suis hypersensible, ça génère du tsunami. Donc je fais ma pratique SOS, quand j'ai un tsunami émotionnel, hein, c'est-à-dire que je m'isole, je me décharge. Donc pour me décharger, je vais marcher, je vais bouger, alors si je peux pas sortir pour marcher, je vais me secouer, ou danser et ensuite je cherche à m'apaiser pour me recentrer. Donc ça va être avec les sens. Soit j'écoute de la musique, je respire une huile essentielle, enfin bon, j'utilise mes sens à ce moment-là pour m'apaiser, pour là regarder les choses avec ensuite avec recul
Donc vraiment, j'observe l'événement qui m'est arrivé, qui m'a blessée et de manière très neutre, je le regarde et je me rends compte de la réalité. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ma perception est claire? Est-ce que ce que j'ai ressenti est justifié ou pas? Et à partir du moment où de manière neutre, j'ai observé ça, je prends des décisions qui sont tout simplement en accord avec ce que je pense et ce que je ressens. Waouh! C'est super impressionnant. J'ai beaucoup posé cette question et c'est toujours assez, je dirais, un peu fouillis la manière dont les personnes répondent sur, comment ils gèrent, Hein? justement, ces moments de doute, d'incertitude et pour toi, en fait, j'ai l'impression que tu as développé une méthodologie, ultra, précise. Tu parles même de ton moment SOS. Je trouve qu'il est super utile pour, ceux qui nous écoutent et moi-même, pour gérer, en fait, ça et ça, tu l'as développé, en t'écoutant, par empirisme, en disant, bah, ça fonctionne, je le retiens ou est-ce que tu l'as lu quelque part ou est-ce que tu t'es inspiré d'autres pratiques? Non, c'est ma petite méthode à moi, mais inspirée certainement par toutes les Ouais. lectures que j'ai pu faire. Mais c'est surtout parce que j'ai envie d'aider les autres. Donc quand on me pose des questions, quand on m'explique qu'on ne va pas bien et cetera, je Mmh. cherche toujours à comprendre comment je peux aider la personne. Et puis j'ai traversé un burn-out sévère, hein, donc je me suis vraiment bien, reposé toutes les questions et pour moi, c'est important que ce soit clair parce que j'ai souffert de ça quand j'ai commencé toute cette démarche de quête spirituelle, de lecture, où j'étais à des conférences, des séminaires et cetera. Parfois, on est face à des personnes qui ont l'air d'avoir tout compris et qui, n'expliquent pas la méthodologie. Moi, j'avais besoin qu'on m'explique clairement les choses parce que j'ai besoin de bien comprendre pour bien intégrer et après pouvoir, l'utiliser à ma guise. Mais pour moi, c'est très important. Je suis dans le détail. D'accord. Donc c'est vrai que j'étais dans le détail dans ce que je viens de répondre. Est-ce que c'est le fameux kit de survie dont je parlais dans ton portrait ou c'est autre chose encore? Non, ça c'est autre chose, c'est quelque chose que j'apporte dans mes sessions, de coaching énergétique où là, je fais 1 heure, de discussion avec la personne et où on fait de l'énergétique en même temps. Mais, je combine à la fois le soin énergétique avec l'énergie cellulaire que je réinforme, mais en même temps, je parle toujours au mental parce qu'encore une fois, c'est très important pour moi que la personne comprenne de quoi il s'agit pour qu'il soit acteur de son bien-être. C'est ça l'objectif, hein, c'est pas que je sois une baguette magique encore une fois, c'est vraiment que la personne soit acteur, de son bien-être. Donc j'explique beaucoup. Je suis quelqu'un qui Mmh. explique beaucoup, oui. Super. Bah, de la même manière que toi, tu essaies de faire en sorte que les gens soient acteurs de leur, bien-être et de leur, épanouissement, bah, pour la transformation, j'ai le sentiment que c'est la même chose, qu'il faut vraiment être, dans le siège conducteur pour, prendre la Complètement. main et être, moteur, acteur de sa propre transformation. Qu'évidemment, l'univers et les gens autour de toi vont concourir à ta transformation, mais que, Mmh. essentiellement, c'est toi qui en prends, le, leadership pour, parler en bon français. Oui, complètement. Quel impact, toi, tu dirais, Delphine, tes transformations ont eu sur toi, dans un premier temps, mais aussi sur les gens autour de toi, peut-être sur les gens que tu accompagnes aujourd'hui? Du fait qu'on se transforme, évidemment qu'on n'a plus ni les mêmes attentes, ni le même regard, tout simplement, que l'on pose sur les choses. Et moi, ce que ça a généré chez moi de façon assez, importante, c'est que je n'ai plus pu accepter certaines choses. Et de fait, ça a induit, dans mes relations sociales, des personnes que j'ai choisi de ne plus côtoyer parce que ça me nourrissait plus. Parce que la révélation pour moi, c'était la prise de conscience que, j'étais beaucoup un soutien pour les autres et j'étais réduite à ça. Ton C'était rôle? mon choix, hein, Ouais. c'était moi qui avais induit ça Mmh. puisque je me positionnais comme aidante. Mais à un moment donné, dans ce cheminement intérieur, je me rends compte que j'ai au moins autant d'importance que l'autre et je sais pas tellement comment l'appliquer parce que je me rends compte qu'il y a des personnes avec qui non, c'était normal que ça fonctionne d'une certaine façon et que la tendance n'arrive pas à s'équilibrer. Donc ces personnes-là, je m'en suis détachée. Ça, c'est l'impact majeur, je Ouais. pense. Donc au cours de cette transformation, l'impact que ça a eu, c'est que tu as su, identifier, ce qui était bon pour toi et ce qui l'était moins et te détacher, des relations et des choses toxiques autour de toi qui ne facilitaient pas ton développement et ton épanouissement. Ouais, qui ne me nourrissait plus, Mmh. qui ne me nourrissait pas. À un moment donné, c'était trop dissonant pour moi. J'avais besoin de me choisir. Bien sûr. Et sur les autres, quel impact tu dirais ça a eu? Je pense que c'est plutôt positif parce que quand on se transforme, on partage avec les autres et eux-mêmes, s'en inspirent. Parce que je pense qu'on est tous, reliés, et qu'on s'apporte tous quelque chose. Déjà, j'ai le sentiment que, bah, ta transformation, ça a permis aux autres d'accéder à ton talent de guérisseuse, donc ça, c'est quand même, Oui. assez positif. Mais je me demande aussi si, quand on devient vraiment soi-même, est-ce que toi qui es spécialiste des énergies, on dégage pas des énergies qui finalement attirent à nous le meilleur, quoi? Je sais pas, je voulais te Alors, faire réagir par rapport à ça. oui et non. D'accord.
parce que la lumière aussi attire ceux qui ont besoin de s'alimenter de lumière et qui viennent, nous la grignoter, hein. J'imagine que quand tu es aligné, il y a des énergies positives qui se dégagent. On peut tous le ressentir dans des personnes qui sont Mmh. très équilibrées. On les voit, ils rayonnent quelque part. Donc, je Mmh. me dis que ce rayonnement peut avoir un impact positif sur les autres autour de nous. Mais tu dis aussi que potentiellement, ça peut Plus on générer... vibre haut, plus on a des problèmes. D'accord. Ok. Dans quelle mesure est-ce que tu peux nous expliquer ça? Mais c'est vrai, surtout une femme probablement d'ailleurs. Quand elle rayonne trop, elle devient un miroir d'autres personnes. Il y a une forme de jalousie parce que s'autoriser à être libre et s'autoriser à être différent, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne s'autorisent pas. En fait, il faut comprendre que le parcours spirituel n'est pas, une, belle ligne droite, toute dorée, C'est un long fleuve super tranquille. confort, voilà. Non, c'est pas vrai. Il faut s'attendre à des remous. C'est normal, on déterre des choses et on se transforme, donc forcément des choses qu'on avait l'habitude de faire, auxquelles on croyait avant, vont plus être d'actualité aujourd'hui. Ça se transforme, ça bouge, ça génère des doutes, ce qui est hyper sain parce que c'est important de douter pour se remettre en question, pour évoluer, parce que la vie, c'est l'évolution. Donc, croire que ce cheminement-là est un long fleuve tranquille, bien lumineux et que derrière tout va s'ouvrir, c'est une utopie. Et je regrette que ça ne soit pas assez expliqué parce que je pense que du coup, il y a des gens qui restent sur le carreau. Alors que non, c'est normal d'avoir des moments un peu plus difficiles. On appelle ça d'ailleurs des fois des nuits noires de l'âme, hein, donc c'est normal. Mais l'important, c'est de savoir pourquoi on le fait et savoir que derrière c'est porteur et quand même de constater, et ça c'est hyper important, de toujours constater ces avancées. Aussi minimes soient-elles, elles sont là, elles sont présentes. Puis parfois, on a une petite avancée et puis on trouve que c'est très long et tout d'un coup, tac, tout se débloque et il y a des choses qui se présentent effectivement. Mmh. Il y a des choses positives, des rencontres positives. Mais il y a aussi le contraire, parce que c'est la vie, quoi. Ouais. On ne devient pas Bouddha, hein, tranquille sous son arbre, à méditer et à ce que tout soit forcément D'accord. merveilleux et magnifique. Bon, merci pour le rappel et l'honnêteté que, la transformation, c'est pas nécessairement de tout repos et que ça se Mmh. mérite quelque part et parfois ça tabasse un peu, mais à la fin, ça vaut le coup. Complètement. Et c'est comme quand on apprend à faire du vélo à 2 roues, hein, on se casse la figure. Ouais, Bon, bah, on remonte, parce qu'on sait qu'on va y arriver. C'est ça qu'il faut se rappeler, c'est qu'on va y arriver. Et pourquoi on le fait? excellent. Delphine, toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, cherche à entamer son chemin de transformation? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Par quoi commencer? Que faire? D'aller chercher, d'être curieux, de se renseigner, de voir ce qui résonne en soi, de se faire confiance, de savoir qu'on est capable d'y arriver. Je pense que pour toute chose, qu'on entreprend, la première des choses, c'est de savoir qu'on est capable d'y arriver et d'être sûr de ça. Parce qu'il y aura des moments de doute. Donc il va falloir reprendre appui à un moment donné sur une certitude qui va nous réconforter. Donc savoir qu'on est capable et se faire accompagner quand on en a besoin. On n'a pas besoin d'être toujours accompagné. Il n'y a pas de gourou. Son propre gourou, c'est soi-même. La baguette magique, c'est soi-même. Mais il y a de l'aide. Et c'est ça qui est chouette. Surtout aujourd'hui, on a accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Il faut faire le tri, bien sûr. Voilà, il faut saisir ces opportunités parce que tout ça permet d'avoir un mieux vivre, une joie intérieure qui vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Delphine, on arrive bientôt au terme de notre conversation. Tu es à l'aube de lancer ton activité de guérisseuse. Tu as déjà Mhm. commencé, mais je pense que tu vas Mm. officiellement lancer cette Oui. pratique en début d'année. Comment tu te sens à l'aube de ce lancement? Alors, je suis hyper impatiente parce que j'adore faire ça et que vraiment de le faire de plus en plus et de ne faire que ça me nourrit. J'ai peur aussi parce que j'ai peur de me montrer. Même si c'est OK aujourd'hui, j'assume pleinement celle que je suis. C'est un grand pas pour moi, Mmh. mais je sais pourquoi je le fais. Je sais que ça me fait du bien. J'adore faire plaisir, rendre service et de voir que les gens se sentent mieux. Et ça n'a pas de prix. Pour moi, c'est ça le sens de ma vie. Donc, je suis ravie. Ça, c'est donc la nouvelle étape de ton parcours, mais est-ce que tu as imaginé encore plus loin? Est-ce que tu as imaginé la suite du chemin? À quoi ça ressemble? Oui, ça va se développer. Bon, pour l'instant, c'est la première étape, c'est de me montrer au grand jour, Ouais. si je puis dire. Donc, je finalise aussi ce kit de survie du burn-out, puisque ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand je l'ai traversé. Mmh. Donc, c'est très important pour moi de partager ce kit qui sera disponible sur mon site gratuitement. C'est très important pour moi, parce que je veux beaucoup partager. Je vais aussi beaucoup faire de vidéos YouTube pour partager
des réflexions, l'objectif étant de montrer, comment ça peut être très simple de transformer sa vie. Donc je simplifie au maximum et donc je vais partager un maximum d'informations pour aider les gens et puis on verra ensuite, bon, il y aura d'autres choses derrière, mais là pour l'instant, on est déjà à une étape, essentielle, vraiment essentielle de ma vie. Mmh. Bah écoute, avant de se quitter, c'est pas tout à fait fini parce qu'il y a une tradition dans ce podcast qui s'appelle les questions mitraillettes. Et donc l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prête, Delphine? On y va. Qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Alors je viens de commencer un livre, c'est, Jack Kerouac, Sur la route. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Le livre, d'Anita Moorjani qui s'appelle Revenu guéri de l'au-delà. C'est un témoignage d'une, expérience de vie de mort imminente qu'a fait Anita Moorjani, qui était atteinte d'un cancer, qui est tombée dans le coma et qui explique son histoire et ce coma et ce qu'elle découvre de l'autre côté, tout cet amour incroyable qu'elle ressent et surtout cette compréhension qu'elle a que sa maladie, elle est venue de ses propres pensées, du stress et des angoisses qu'elle a eues et que finalement, au fond, elle l'a créé et que si elle l'a créé, elle peut se guérir. Et elle est revenue dans son corps et elle a eu une guérison en 2-3 semaines. Donc c'est un livre merveilleux, je trouve, vraiment Incroyable. merveilleux, porteur d'espoir, que je recommande à quiconque traverse un moment difficile. Vraiment, ça vaut la peine. Hmm. J'ai adoré ton lapsus de expérience de vie imminente. J'ai l'impression que c'est là où tu en es en fait. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? En ce moment, j'écoute, l'album de Marina en boucle. Marina, c'est une, jeune femme, britannique d'origine grecque, qui fait, de la musique, un peu girl power, très, très dynamique, qui booste, j'aime beaucoup. Quelle est ta citation préférée, si tu en as une? Alors Einstein qui a dit, «Il y a 2 façons de vivre sa vie, de penser que rien n'est un miracle ou de penser que tout est un miracle, Et toi, t'as choisi? que tout est un miracle». Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Ah, je voulais être psychologue ou avocate. Comment commences-tu ta journée? Je me dis que ça va être une bonne journée et j'ouvre tout en grand et je respire, je fais 3 grands inspire, expire, devant ma fenêtre pour, rentrer dans la vie de la journée. Quel talent aimerais-tu avoir? J'aurais, probablement aimé jouer, du piano ou du handpan. C'est quoi ça? C'est un instrument de musique, assez moderne. C'est comme un tambour en laiton et ça fait des sons incroyables. Handpan. OK, Handpan, ouais. super. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? La musique. Quelle est ta plus grande force? Ma foi, Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? de prendre soin de moi. Quel est ton meilleur remède contre le stress? La musique, Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? que j'ai le droit d'être comme je suis. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? L'injustice. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Bah, ma foi. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Comme une personne, honnête, sur qui on pouvait compter et qui a ouvert le chemin. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Bah, celui de la spiritualité. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? J'ai pas peur d'échouer, en fait et en fait, je pense pas qu'on échoue parce que je pense que dans l'expérience, on apprend quelque chose. Donc je sais pas quoi dire à cette question. C'est très bien ce que tu as dit. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? Que l'amour est partout. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Alors j'aimerais beaucoup entendre, une personne qui s'appelle Charlène Patard, qui est hypnothérapeute, que j'ai rencontrée il y a quelque temps et qui à mon avis a un vrai parcours de résilience et d'honnêteté, de réflexion sur elle-même et d'humilité pour aller, avancer sur son chemin. Je pense qu'elle est très intéressante. Super, très impatient de rencontrer Charlène et de la voir nous hypnotiser sur ce podcast en nous racontant son histoire de transformation personnelle. Merci beaucoup Delphine, merci pour ton témoignage. C'est vrai, Merci, un Thierry. petit peu ésotérique, première guérisseuse sur, Oui. sur ce podcast, mais très intéressant. Je pense qu'il y a eu plein de choses qui peuvent immédiatement être mises en place par ceux et celles qui nous écoutent. Donc merci pour ta générosité, bon retour et bon chemin. Merci beaucoup Thierry. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Delphine. Premièrement, nous passons parfois nos vies à nous adapter, à nous taire pour être aimés. Mais à force de nous conformer, nous nous éloignons de qui nous sommes vraiment. Le vrai chemin commence quand nous cessons de vouloir plaire pour enfin nous autoriser à être nous-mêmes.
Deuxièmement, nous cherchons souvent du sens à l'extérieur, dans les livres, les autres, les expériences. Mais cette quête nous ramène toujours au même endroit, nous-mêmes. Trouver sa voie, c'est d'abord accepter d'aller explorer en soi ce qui demande à être vu et révélé. Troisièmement, nous voudrions que la transformation soit fluide, lumineuse, sans heurts. Mais évoluer, c'est aussi traverser des doutes, des remous, des nuits noires, comme dit Delphine. Apprendre à faire du vélo, c'est accepter de tomber, jusqu'à comprendre que nous sommes capables d'avancer sans les roulettes. Quatrièmement, nous pensons parfois que tout ira mieux quand l'extérieur changera. Mais la vraie bascule se produit quand nous décidons de devenir acteurs de notre propre bien-être. Il n'y a pas de baguette magique, le pouvoir est en nous. Et enfin, nous oublions souvent la puissance des choses simples, ressentir, ralentir, remercier. Pourtant, cultiver la gratitude et revenir à l'instant présent change notre énergie, notre regard et transforme profondément notre manière d'être et de faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.